Mercredi 29 décembre 2021, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition, chers téléspectateurs. Merci de rester avec nous pour vous informer. Tout de suite, concernant les actualités de ce jour, 2 individus de nationalité malgache ont été interceptés avec 49 kilos d'or à l'aéroport de Comores. Selon nos sources, ces individus sont ceux-là même qui ont fait l'objet d'un mandat d'arrêt international dans le cadre de l'affaire des 73,5 kilos d'or saisis en Afrique du Sud. L'origine de l'or reste pour l'instant inconnue. Par ailleurs, selon toujours nos sources, le PAC ou le pôle anticorruption est en charge de l'enquête. Un reportage de Cécile Vin. C'est à travers la page de la gendarmerie des Comores que l'on a su que 3 individus, dont 2 de nationalité malgache, ont été arrêtés avec 49 kilos d'or. Une arrestation effectuée suite à une fouille juste avant leur embarquement à bord d'un jet privé à l'aéroport du Prince Saïd Moroni. Suite au regroupement de nos journalistes auprès de nos sources, il a été confirmé que les 2 Malagas sont déjà impliqués dans l'affaire. 73,5 kilos d'or exportés illicitement et interceptés à Johannesburg, Afrique du Sud, au tout début de cette année. Un mandat d'arrêt international a même été déjà émis à leur encontre. Par ailleurs, aucun document concernant ces 49 kilos d'or n'a été trouvé chez ces exportateurs d'or illégaux. Il reste également à confirmer l'origine de cet or, étant donné l'implication des 2 Malagas. Selon les informations auprès des responsables malagasy, aucun vol n'a été opéré de Madagascar à destination des Comores. D'autres sources affirment pourtant qu'un vol est parti de Mazang hier, avec comme destination Dzaoudzi. Quoi qu'il en soit, seule l'enquête peut confirmer ou infirmer ces faits. La justice comorienne a déjà transféré l'affaire au niveau du PAC et l'enquête est déjà en cours au sein de cette institution afin de déterminer l'origine de cette cargaison, son trajet et surtout sa destination. Le kéré dans le sud de Madagascar s'est intensifié cette année, une conséquence du changement climatique, d'après le BNGRC ou le Bureau national de la gestion des risques et des catastrophes. Ce jour, lors de son rapport d'activité pour cette année 2021, l'aide aux victimes du kéré se poursuit toujours dans le sud. Concernant l'accident maritime de Sonirani-Vung, le BNGRC a également annoncé que des dispositions ont été mises en place pour les familles qui veulent récupérer le corps des naufragés. Fin de Jessena Mireille, Yves Janel. Nombreux ont été les habitants qui ont fui la partie sud du pays cette année à cause du kéré qui y sévit, a expliqué ce jour le Bureau national de la gestion des risques et des catastrophes, ou BNGRC. En effet, le changement climatique a accentué les effets du kéré. Face à cette situation, le gouvernement, par le biais du BNGRC, ne cesse d'offrir son aide à la population de cette partie sud du pays à travers des soutiens alimentaires. 40 communes de 3 régions en ont déjà bénéficié. Par ailleurs, le directeur général du Bureau national de la gestion des risques et des catastrophes a annoncé lors du rapport d'activité annuel que les familles des victimes de l'accident maritime de Sonirani-Vung peuvent récupérer les dépouilles de leurs proches, étant donné que des dispositions ont déjà été mises en place à cet effet. En ce qui concerne cette période de pluie, Avarajuva Nord et Antsalav, Ambatonjazak sont actuellement victimes de la montée des eaux suite aux pluies de ces derniers jours, une situation qui n'est toutefois pas alarmante selon toujours les précisions. Les régions Itas et Bongla vont bénéficier de nouvelles infrastructures à l'initiative du secrétariat d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat, notamment des pôles urbains. Les chefs-lieux feront l'objet de modernisation et de nouveaux logements qui seront construits. Le secrétaire d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat et le directeur général en charge des projets présidentiels ont été à Miarnarive et à Tsirouanou-Mandid hier pour visiter les terrains destinés à la construction de ces infrastructures. La région Itas et la région Bonglav sont les 14e et 15e régions visitées par le secrétaire d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat dans le cadre de la réalisation des visions de ce département ministériel auprès de la présidence de la République. Ainsi, les chefs-lieux des régions Itas, Bonglav, Miarnarive et Tsirouanou-Mandid bénéficieront de pôles urbains. Ces villes feront également l'objet de modernisation et de nouveaux logements y seront construits.
Le secrétaire d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat effectue des tournées dans les régions pour y constater les avancées dans la réalisation de ces projets, pour lesquels il travaille de concert avec les collectivités territoriales décentralisées. En outre, Itas et Bonglav bénéficieront également des projets de construction des 50 000 logements. Durant cette descente, le secrétaire d'État a annoncé que l'inscription pour l'octroi de ces logements se fera au niveau de la commune, mais également le recueil des avis sur le type de logement dont veulent bénéficier les acquéreurs. Durant cette visite également, le secrétaire d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat, avec le directeur général en charge des projets présidentiels, ont rencontré les responsables et collectivités territoriales respectifs afin de se concerter sur les projets à réaliser dans leur localité. Ils ont visité les lieux pouvant accueillir la construction de ces infrastructures. Un atelier de concertation et d'évaluation sur la gouvernance locale et sur la finance locale au sein de toutes les communes de Madagascar a été organisé ce jour à Ivinj par le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. 700 communes y ont participé. Un reportage de Félène Rakoutoir-Soul et Jean-Claude Angiamalal. Selon le rapport du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation ce jour, lors de l'atelier de présentation des résultats sur l'indice de la gouvernance locale et de la finance locale, des améliorations qui sont néanmoins insuffisantes sont constatées sur la gouvernance au sein des communes de Madagascar. Un projet effectué avec divers partenaires afin de procéder à l'évaluation de 88 communes réparties dans 12 régions. L'objectif est de pouvoir mesurer les efforts déployés par les communes dans le cadre de la bonne gouvernance locale et ce, en leur attribuant une note à travers l'indice de la bonne gouvernance. Pendant 3 années de suite, 2812 comptes de gestion au sein des communes ont pu être évalués d'après le responsable du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Et c'est l'Observatoire de la décentralisation et du développement local auprès du ministère qui s'en charge. L'effectif des sages-femmes à Madagascar n'arrive pas à couvrir toute la population. Aussi, il est important de les disperser dans tout le pays afin de réduire le taux de décès maternels et infantiles. En ce sens, un annuaire actualisé renfermant des renseignements sur les sages-femmes en activité a été présenté ce jour. Un reportage de Radra Manazatouv et de Secharangienas. Une norme internationale établie par l'Organisation mondiale de la santé, ou OMS, préconise une sage-femme pour 5000 habitants. Cependant, à Madagascar, il n'existe qu'une sage-femme pour plus de 15 000 habitants. Selon les données officielles, 13 000 sages-femmes ont été recensées au sein de l'Ordre des sages-femmes à Madagascar et les nouveaux membres depuis l'année 2020 jusqu'en juin 2021 sont plus de 3 000. Dans l'optique d'améliorer le métier de sage-femme, un annuaire actualisé a été mis en place pour présenter les rôles et les tâches des sages-femmes. En effet, cet annuaire a été créé dans le but de faire l'inventaire de ceux qui sont encore en activité, de rappeler l'importance de leurs tâches ainsi que d'éviter à ceux que les imposteurs exercent dans ce domaine. Par ailleurs, des échanges et partages ont eu lieu ce jour entre les sages-femmes toujours dans le cadre des améliorations du métier. En cette période des fêtes, chacun apporte ce qu'il peut pour les personnes défavorisées, les orphelins, mais aussi les personnes en situation de handicap à travers diverses actions sociales. Dans cette optique, le maire de Soaven a apporté son aide aux personnes défavorisées et en situation de handicap dans sa commune. La petite fille de cette grand-mère, une personne en situation de handicap, est parmi les 112 bénéficiaires des aides sociales octroyées par la commune de Soaven. Selon elle, la prise en charge médicale de l'enfant de 8 ans est déjà une grosse charge pour la famille, sans parler des dépenses au quotidien. Ainsi, ce genre d'aide arrive à point nommé en cette période, même si elle ne satisfait pas les manques au sein des foyers, soutient-elle. De telles actions sociales figurent dans les visions de la commune de Soaven. Selon le maire de la commune, Rigobert Rakoutoir-Soul, la commune dispose en effet d'un budget annuel pour financer les actions de ce genre, sans parler des aides octroyées par les personnes de bonne volonté et les partenaires de la commune. De plus, selon le maire, durant les mariages civils, des paniers sont installés pour la collecte de dons, lesquels sont également destinés à ces actions sociales. Par ailleurs, le maire a affirmé que la commune collabore avec la ligne de transport 199 pour que les personnes en situation de handicap au sein de la commune puissent bénéficier d'un transport gratuit.
Pour en revenir à l'aide de ce jour, des PPN, des friandises et divers denrées de la part des partenaires de la commune ont été distribués à ces personnes défavorisées et en situation de handicap. 70% des événements dans le cadre de Réveillon 2021 ont été annulés. D'après les organisateurs, un réveillon avec au maximum 100 personnes ne pourrait être rentable. En effet, ils avaient prévu une grande fête pour clôturer l'année 2021, mais la vigilance sanitaire ainsi que le risque de propager le Covid ont décidé autrement. Reportage. Nombreux ont été les organisateurs à avoir annulé le réveillon de la Saint-Sylvestre à Antananarive, et cela même si les préparatifs ont été entamés depuis des mois. Selon leurs explications, organiser un réveillon pour seulement 100 personnes n'engendra que des pertes, étant donné la qualité de la prestation offerte. En effet, en application des consignes dans le cadre de la vigilance sanitaire, l'assistance pour tout genre d'événements en salle est limitée à 100 personnes. Selon certains, l'expérience de Noël ne fait que confirmer cette décision. En effet, le renforcement des mesures sanitaires dans la distanciation sociale, associé à la crainte d'attraper le virus, a vite fait de décourager les éventuels clients. La fête de fin d'année est censée être une fête conviviale, ce qui n'est pas adapté à la situation actuelle. Les organisateurs ont donc procédé au remboursement des réservations, ainsi qu'à l'arrêt de tous les préparatifs. Mais concernant l'évolution de la Covid-19, mais sur le plan international, la France a fait état mardi 28 décembre de 180 000 nouvelles contaminations au coronavirus, un record quotidien depuis le début de la crise sanitaire l'an dernier. Un reportage de France 24. Une nouvelle fois, c'est la course contre la montre. C'est démoralisant. On n'a pas fait ce métier pour faire que du Covid. La France, rattrapée par le variant Omicron. Ce mardi, le nombre de nouveaux cas positifs en 24 heures s'élève à près de 180 000, un nombre jamais atteint depuis le début de la pandémie de Covid-19. Tout laisse à penser que ça va continuer à monter, que nous pourrions atteindre, nous disent certains modélisateurs, plus de 250 000 cas par jour d'ici au début du mois de janvier, ce qui est hors proportion par rapport à ce que nous avons connu depuis le début de la pandémie. À l'inverse, pour le moment, le nombre de personnes hospitalisées n'augmente pas drastiquement. Près de 3 500 personnes sont en réanimation en France, contre plus de 7 000 au plus fort de la première vague en 2020. La question, c'est celle de l'état physique et psychologique des personnels soignants. Maintenant, on est à 2 ans d'évolution de cette maladie, 2 ans de vagues, 2 ans de travail supplémentaire pour pouvoir gérer les vagues. Malheureusement, maintenant, le personnel est fatigué, les gens ont une certaine lassitude. La France devient le pays d'Europe le plus touché par le Covid-19. Pas de confinement ni de couvre-feu, mais le début ce mercredi de l'examen du projet de loi pour transformer le pass sanitaire en pass vaccinal. Le président de l'autorité palestinienne a rencontré mardi le ministre de la Défense israélien pour discuter de sécurité et d'économie. L'entrevue s'est tenue, selon la presse israélienne, dans la résidence de Benny Gantz dans le centre d'Israël. Une première depuis 2010. Reportage. C'est une rencontre discrète, loin des caméras et tenue secrète jusqu'à son terme. Pour la deuxième fois en 5 mois, le président de l'autorité palestinienne et le ministre israélien de la Défense ont donc discuté en tête-à-tête. Après une première rencontre à Ramallah en août, c'est cette fois en Israël, au domicile de Benny Gantz, à Rosh Haïn, que Mahmoud Abbas se serait rendu mardi. Ce soir, j'ai rencontré le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Nous avons discuté de la mise en œuvre de mesures économiques et civiles et avons souligné l'importance d'approfondir la coordination sécuritaire et de prévenir le terrorisme et la violence pour le bien-être à la fois des Israéliens et des Palestiniens. Côté palestinien, on assure plutôt que cette rencontre, une semaine après la visite d'un haut responsable américain dans la région, avait pour but de créer un horizon pour la paix. Le Likoud de l'ancien Premier ministre Benyamin Netanyahou dénonce des concessions dangereuses pour la sécurité d'Israël. Mais ces rencontres, inédites depuis une décennie, ne doivent pas être interprétées comme des négociations de paix. Yair Lapid, chef de la diplomatie israélienne destinée à prendre les rênes du gouvernement en 2023, a été catégorique sur le sujet en début de semaine. La structure de notre gouvernement ne nous permet pas, comme la leur, d'avancer vers des négociations.
Si cela ne dépendait que de moi, j'aurais probablement déjà commencé à négocier, sous le principe d'une solution à 2 États, parce que j'y crois. Mais ce n'est pas la sorte de gouvernement que nous avons. La coalition gouvernementale en Israël, pour le moins hétéroclite, va des partis arabes aux représentants des colons incarnés par le Premier ministre Naftali Bennett. Elle a réussi à s'unir pour chasser Benyamin Netanyahou du pouvoir, mais est incapable de trouver un terrain d'entente sur un accord avec les Palestiniens. L'Inde a décidé d'interrompre le financement étranger d'une organisation caritative fondée par Mère Teresa, les missionnaires de la charité, preuve supplémentaire selon les critiques du harcèlement que subissent les chrétiens sous le gouvernement nationaliste hindou. Reportage. La nouvelle est tombée comme un coup près le jour de Noël. La congrégation des missionnaires de la charité ne recevra plus de subventions internationales jusqu'à nouvel ordre. Une décision du ministère indien qui estime que l'organisation ne remplit plus les conditions d'éligibilité. À Calcutta, cette suspension suscite l'incompréhension. Je ne pense pas qu'il y ait de divergence dans leur financement. Les missionnaires de la charité sont connus dans le monde entier pour soigner les pauvres et les malades sans prendre un centime. Je suis né à Calcutta et j'ai vu leur travail. Ils ne gardent pas un centime. Il doit y avoir un malentendu. Et la décision du ministère est un coup dur pour la congrégation. Fondée par Mère Teresa en 1950, les missionnaires de la charité gèrent des centaines de foyers d'accueil à travers l'Inde, notamment grâce au financement étranger. Rien que pour l'exercice 2020-2021, elle aurait reçu près de 750 millions de dollars de subventions. Dans un communiqué, l'organisation a annoncé qu'elle n'utiliserait plus de devises étrangères jusqu'à ce que la question soit résolue. Cette annonce intervient après que la police du Gujarat, l'État d'origine du Premier ministre Narendra Modi, commence à enquêter sur l'organisation pour des conversions forcées d'hindous au christianisme. Une accusation injustifiée pour les soutiens de la congrégation. Je voudrais demander à tous les représentants du gouvernement de venir ici tous les matins à 6 heures et de voir la file de pauvres sans-abri qui s'étend sur plus d'1 kilomètre et à qui on donne un repas gratuit. Pas une seule de ces personnes n'est chrétienne et pas une seule de ces personnes n'est invitée à devenir chrétienne. Les militants des droits de l'homme s'inquiètent de l'augmentation des discriminations que subissent les minorités religieuses en Inde depuis l'arrivée au pouvoir de Narendra Modi en 2014. C'est également avec ce reportage que nous terminons l'édition d'aujourd'hui. Tout de suite après cette édition, vous avez rendez-vous avec votre série de Morning Show avec Jennifer Aniston. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour demain pour des nouvelles informations.